tous. Donc je suis, Émilie Ruffier, chargée de mission énergie à l'ALEC de Saint-Quentin-en-Yvelines et donc je vais, présenter, ce webinaire. Donc avant toute chose, je vais, vous présenter, l'ALEC. Donc l'ALEC, c'est l'Agence locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir et d'accompagner la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique. Pour cela, elle a, 2 missions principales, à la fois conseiller et accompagner les particuliers, les copropriétés, les collectivités et les entreprises et informer et sensibiliser le grand public, les scolaires et les professionnels. Donc concernant le conseil, aux particuliers, donc nous, accompagnons et conseillons, les particuliers, sur les différents aspects, d'un projet de rénovation, que ça soit, les aspects techniques, financiers ou bien méthodologiques et cela de façon neutre, gratuite et indépendante dans le cadre du service public de la performance énergétique, FER. Alors tout d'abord, pourquoi parler de confort d'été? Alors, ce que l'on a pu voir ces dernières années, c'est, finalement des étés qui ont été, de plus en plus chauds et des canicules, de plus en plus intenses. Ça, ce sont les relevés, Météo France, hein, qui l'ont déterminé et puis on a pu le constater aussi, par nous-mêmes, bien sûr. Donc là, vous avez en fait un graphique, qui va représenter alors la courbe représente, la température estivale moyenne. Donc ce que l'on peut voir, c'est quand même une augmentation et notamment, depuis, les années, 90. Au niveau du graphique, en fait, cela correspond à, l'écart à la température moyenne, estivale par rapport à une température de référence et ce que l'on peut constater également, c'est que depuis 1990, cet écart est toujours, positif. Voilà, la température, moyenne, de chaque été finalement est au-dessus de, la température, de référence, et on constate même des pics, hein. Donc on a ce pic-là qui, correspond, à la canicule de 2003. Et donc ici, vous avez en fait, la carte de France, donc avec, des records de température. Donc ça, c'était en 2019. Voilà, le 25 juillet 2019, des records de température ont été battus et voilà, d'année en année, on a, de plus en plus, ce genre de situation qui se, reproduit. Alors, maintenant, on va parler, au niveau du logement. Donc les conseils que l'on va donner ici, les solutions que l'on va donner ici sont assez, générales. Maintenant, si vous avez des questions précises relatives à votre projet de rénovation, n'hésitez pas à ce moment-là à prendre rendez-vous avec nous. Donc nos coordonnées seront, indiquées à la fin de la présentation et on pourra, voilà, échanger, par rapport à votre projet de rénovation. Mais là, c'est vrai on va aborder, la thématique de manière générale et on n'aura pas forcément le temps de rentrer, dans des cas, précis. Alors, au niveau du logement, qu'est-ce qui, fait que le logement, se réchauffe? Eh bien, il y a 2 types d'apports de chaleur qui peuvent, justement faire, augmenter la température dans le logement. À la fois des apports internes, donc ça va être tout ce qui va être appareil électrique, cuisine, les occupants aussi et tout ce qui va être apport externe où là, pour le coup, ça va être l'air extérieur et puis, bien, le soleil. Alors, on va commencer par les apports internes. Donc là, sur cette diapositive, vous avez, des exemples, d'apports internes. Alors bien sûr, cette diapositive n'est pas exhaustive, hein. Il existe bien d'autres types d'apports, internes, mais voilà, on en a listé, quelques-uns. Donc vous avez par exemple le four, la télévision, l'aspirateur. Heu, Vous avez tout ce qui va concerner l'éclairage. Par exemple, un tuyau d'eau chaude qui ne serait pas isolé, qui ne serait pas calorifugé, eh bien, c'est aussi un apport de chaleur, au niveau du logement et puis les occupants.
nous-mêmes, voilà, on participe à réchauffer, le logement. Donc pour chaque apport interne, vous avez une puissance moyenne, on va dire. Pour la télévision, par exemple, on est à 200 watts en moyenne, de puissance. Pour un occupant, en moyenne, un adulte, au repos, va émettre en fait 100 watts, de chaleur. Donc, voilà, si on est assez nombreux dans une petite pièce, ben, on peut vite, réchauffer, la pièce telle que le ferait un radiateur finalement. Et donc ici, vous avez, des exemples d'ampoules. Donc une ampoule à incandescence et puis une ampoule LED. Donc ce qu'on peut voir, c'est que pour un même éclairage finalement, eh bien une ampoule à incandescence va, consommer 6 à 7 fois plus, que, une ampoule LED et ça va également, se retrouver en termes de chaleur. C'est-à-dire qu'une ampoule à incandescence produira 6 à 7 fois plus de chaleur. Donc voilà, ça ce sont des exemples. Alors après, une fois qu'on a déterminé quels sont les apports internes, et bien l'important c'est de les diminuer. Donc il y a différentes possibilités, hein, c'est ce qu'on appelle, voilà, des éco-gestes. Donc par exemple, limiter l'utilisation du four et des plaques de cuisson. Ça paraît tout bête, mais effectivement, en été, on va chercher quand même à limiter, ces utilisations-là pour éviter d'apporter de la chaleur dans le logement. Donc on peut aussi vérifier, le joint d'étanchéité du four pour vérifier que, voilà, le four est bien étanche et qu'il y a pas de chaleur qui s'en échappe. Privilégier également les plaques à induction qui sont les plus, performantes d'un point de vue énergétique, qui donc consommeront, le moins d'énergie et donc produiront le moins de chaleur pour le coup et utiliser un couvercle lorsque, l'on fait cuire quelque chose. La cuisson nécessitera donc moins d'énergie et moins de chaleur. On peut également entretenir donc son réfrigérateur et son congélateur. Donc le principe en fait d'un réfrigérateur, pour refroidir en fait, les aliments, il va, prendre la chaleur qui est à l'intérieur et extraire, cette chaleur du réfrigérateur et finalement cette chaleur, elle va finir dans la pièce. Donc un réfrigérateur, contrairement à ce qu'on pense, en fait, réchauffe une pièce. Donc il est important, que, cet équipement-là, fonctionne, correctement, de manière optimale et pour ça, il y a plusieurs, petites choses à faire. Maintenir une circulation d'air, autour du réfrigérateur, vérifier les joints d'étanchéité. Enlever le givre également parce que, voilà, du givre, ça va, participer à une surconsommation du réfrigérateur et donc ça, il y aura davantage de chaleur qui sera, émise et puis nettoyer aussi régulièrement la grille arrière du, réfrigérateur. Donc ça, j'en ai un petit peu parlé, mais remplacer des ampoules, halogènes ou en tout cas peu performantes par des ampoules plus performantes telles que des LED, eh bien ça permettra aussi, de limiter, les apports, de chaleur. Isoler les tuyaux d'eau chaude sanitaire, bien sûr et puis, limiter de manière générale l'utilisation des appareils électriques, télévision, informatique, électroménager et couper aussi les appareils en veille, hein, parce qu'un appareil en veille consomme de l'électricité et tout appareil qui consomme de l'électricité dégage de la chaleur. Donc voilà, ça ce sont des petites astuces, des petits gestes que l'on peut, mettre en place au quotidien et qui peuvent limiter les apports, de chaleur, notamment, en été. Alors on va maintenant passer aux apports externes. Alors, première chose, au niveau des apports externes, il faut regarder l'environnement du logement. Pour se, protéger, voilà, de la chaleur extérieure et du rayonnement solaire, il faut déjà regarder, l'environnement. Les zones goudronnées, les dallages en béton et la pierre, par exemple, ont tendance à stocker la chaleur et à la diffuser la nuit. Donc ça sera pas forcément le meilleur environnement, on va dire, qui soit pour, avoir une fraîcheur, la nuit. On peut agir notamment sur la végétation, parce que la végétation va limiter les, apports, solaires et va permettre de rafraîchir l'air. Alors ça sera local bien sûr, mais ça permettra malgré tout de rafraîchir l'ambiance. Donc en termes de végétation, par exemple, ce que l'on peut faire, c'est éventuellement, installer,
en tout cas avoir de la végétation, caduque, au sud, en fait, où, en été et bien, les feuilles seront bien présentes et permettront de faire de l'ombre, sur le logement et donc de limiter la chaleur et en hiver, les feuilles tomberont et donc permettront au soleil d'accéder, jusqu'au logement et de le réchauffer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les revêtements de couleur sombre, captent beaucoup plus le rayonnement solaire que, les revêtements de couleur, claire. Donc ça aussi, ça va impacter sur, les apports, en termes de chaleur. Après, il faut aussi, malgré tout être vigilant, sur des couleurs de sol qui seraient trop réfléchissantes devant les vitrages, en fait. Mais ça, je vais en reparler dans les prochaines, diapositives. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, de maisons, donc en Grèce, à Santorin et qui sont donc blanches et qui permettent effectivement, de, limiter, la chaleur au niveau du logement. Alors donc maintenant, on va passer au vitrage. Donc les vitrages, ça fait partie, des, principales, sources de surchauffe l'été. Donc c'est vraiment important de voilà, de faire attention, à cette partie-là du logement. Donc l'idéal, c'est d'éviter que le rayonnement solaire atteigne le vitrage et donc la protection qui sera la plus efficace, ça sera une protection qui sera placée côté extérieur. Après on ne va pas, opter pour la même solution qu'on soit orienté sud ou qu'on soit orienté à l'est ou à l'ouest. Tout simplement parce que, pour les orientations, sud, le soleil sera haut dans le ciel, donc on va plutôt privilégier, des brise-soleil, des stores ban par exemple, comme sur le schéma ici, ou, des pergolas, végétalisés et donc ça permettra, au soleil finalement de ne pas atteindre le vitrage, hein. C'est ce qu'on voit, ici sur le schéma. Le soleil étant plutôt haut dans le ciel eh bien il n'atteindra pas le vitrage. Par contre, si on installe ce type, de protection plutôt, à l'est ou à l'ouest, le soleil à ce moment-là est plus bas dans le ciel et le soleil risque malgré tout d'atteindre le vitrage. Donc au niveau de ces orientations-là, on va plutôt partir sur des volets, des brise-soleil orientables ou encore, des persiennes. Et c'est ce que je disais, lors de la diapo précédente, en fait, si on a une surface, plutôt claire ici, elle va être, réfléchissante et le risque, en fait, c'est que le soleil donc arrive jusqu'au sol devant le vitrage et qu'ensuite il soit réfléchi vers le vitrage. Ce n'est pas ce que l'on souhaite, donc effectivement, il est quand même préférable, à proximité du vitrage, d'éviter, les couleurs, claires qui, vont réfléchir le soleil. Si maintenant la protection solaire extérieure n'est pas possible, il est quand même, important d'en installer une et à ce moment-là, ça se fera à l'intérieur. Donc malgré tout, un store intérieur, laissera passer quand même du rayonnement solaire entre 40 et 80. Ça dépendra de quel type de store, sera, installé, à l'intérieur, mais voilà, il y a quand même malgré tout du rayonnement solaire qui passera. Il faudra à ce moment-là privilégier plutôt donc les stores de couleur blanche ou bien, métallisés qui donc sont plus, réfléchissants et limiteront les apports, de chaleur. Ce que l'on peut également envisager, c'est ce que l'on appelle, un film anti-chaleur, que l'on peut, appliquer sur le vitrage extérieur. Donc en fait, vous avez une image ici qui, vous montre un petit peu l'effet de ce film, anti-chaleur. Donc ça peut être une solution intéressante. Malgré tout, il y a quand même quelques inconvénients, au niveau de la durabilité. Alors, la perte de luminosité, ça, on le voit quand même, assez bien au niveau de la photo, et ça va limiter les, apports solaires en hiver. Donc là, il est préférable de ne pas installer ce type de film, en orientation sud, mais plutôt de le privilégier à l'est ou à l'ouest. Alors, toujours, au niveau, des apports externes et en l'occurrence des vitrages, donc là, on a parlé de tout ce qui était plutôt protection solaire, mais il faut aussi se focaliser sur les fenêtres en elles-mêmes.
il faut, que les fenêtres soient, isolantes et étanches, hiver comme été d'ailleurs. Donc pour ce qui est des apports solaires, ce que l'on va regarder, c'est le facteur solaire. C'est la capacité de la fenêtre à, transmettre les apports solaires. Et donc on va plutôt, s'intéresser vraiment aux fenêtres de toit qui sont la principale, problématique finalement, en termes de confort d'été puisque le soleil va, taper directement sur les fenêtres de toit. Donc là, on pensera bien à installer un volet extérieur, c'est indispensable pour, vous assurer un bon confort d'été et à choisir un facteur solaire qui sera plutôt faible, donc inférieur à 0,36 afin de justement limiter la transmission, des apports solaires. Alors, on va maintenant passer, à la toiture qui est aussi là pour le coup, un poste important en termes de confort d'été. Donc 3 configurations possibles, et vous avez un schéma, à droite qui permet, voilà, de distinguer ces 3 configurations. Donc en comble aménagé, en comble perdu et en toiture plate. Alors, en comble aménagé, donc ça restera la configuration la plus, délicate et celle qui impactera plus le confort d'été. Encore une fois parce que le soleil tapera, directement, sur la toiture. Donc on va chercher à avoir une, bonne performance. Donc la performance en termes d'isolation, elle se traduit par la résistance thermique. Ça va dépendre de 2 facteurs, de l'isolant et de l'épaisseur qui va être, mise en place et donc pour avoir une bonne performance, il faudra compter sur une résistance thermique minimale de 6, ce qui va correspondre à peu près à 25 centimètres. Ça va dépendre des isolants, mais on sera à peu près, de cet ordre-là. Donc pour, du point de vue du confort d'été, en fait, on va s'attarder sur un critère en particulier qui est la densité. Et on va chercher à avoir un isolant qui soit plutôt dense, donc dont la densité sera, au-delà des 40 kilogrammes par mètre cube. Alors pourquoi cette histoire de densité? Eh bien, d'une part parce que ça va éviter à l'isolant de se tasser, sinon il risquerait de s'effondrer, on va dire, au niveau de la toiture dans le temps. Ça va permettre également un déphasage thermique important. Alors qu'est-ce que le déphasage? En fait, c'est, on va dire, le temps que va mettre la chaleur pour, traverser l'isolant et arriver dans le logement. Plus ce temps va être important finalement, et plus, finalement la chaleur va être retardée et atténuée. Et donc ce déphasage, dépend de plusieurs critères, mais le principal reste la densité. Donc, en ayant un isolant plutôt dense, on aura un déphasage thermique important et donc une, limitation des surchauffes. Alors, il y a des isolants qui sont plus ou moins adaptés pour ça et en l'occurrence, les isolants biosourcés ont tendance à être, intéressants du point de vue du déphasage. Donc ça peut être, de la laine de bois, de la ouate de cellulose, du chanvre, par exemple. Donc là, vous avez en fait ici un schéma qui vous explique justement cette notion de déphasage. Là, vous avez en fait en rouge la courbe de la température extérieure et en bleu la courbe de température intérieure. Et le déphasage en fait va correspondre au temps entre la température extérieure maximale et la température intérieure maximale également. Et là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a un déphasage de 10 heures. Donc pour une température extérieure maximale à 15 heures, eh bien, à l'intérieur, la température sera maximale à 1 heure du matin. Ce qui veut dire aussi que, la température sera maximale en intérieur la nuit et qu'à ce moment-là, on peut, ventiler le logement et justement, évacuer, on va dire, ce surplus de chaleur parce que la température extérieure, à ce moment-là, elle est, presque au plus bas finalement. D'où l'intérêt finalement d'avoir un déphasage, important. Ce à quoi il faut également prêter attention, c'est, d'avoir une lame d'air ventilée sous les tuiles. En fait, entre les tuiles et ce qu'on appelle le pare-pluie ou alors l'isolant. Il faut avoir au moins 4 centimètres. En fait, ça, c'est toujours dans le but de limiter les surchauffes. Hem, voilà.
Alors, deuxième configuration, donc ce sont les combles perdus. Donc là, on privilégie en général plutôt l'isolation, en vrac par soufflage, parce que ça permet une isolation plus homogène qui va aller vraiment dans tous les coins et recoins finalement des combles. Donc là, on cherche une résistance thermique qui soit au-delà de 7, ce qui correspond à peu près une trentaine de centimètres. Là, en termes de densité, on sera un peu moins, élevé que précédemment parce que, ça reste du soufflage et du vrac, donc on ne pourra pas obtenir la même densité qu'en comble aménagé et donc par rapport justement à cette densité, minimum et bien, la ouate de cellulose est un isolant qui, est plutôt, adapté, à cette, configuration. Donc si maintenant on parle de toiture plate, au niveau de la résistance thermique, là, on sera plutôt sur une résistance, supérieure à 4,5, ce qui, correspond à environ une dizaine de centimètres, par exemple, pour le polyuréthane et en termes de solution, du point de vue du confort d'été et bien, on peut, se tourner vers de la végétalisation de la toiture ou alors appliquer une peinture blanche, réfléchissante comme on peut le voir sur la photo à droite. Au niveau des murs, donc, là, encore une fois, ce que l'on va regarder, c'est la résistance thermique. Il faut que cette résistance, elle soit, supérieure ou égale à 3,7, ce qui correspond à peu près 14 centimètres d'isolant. Alors, en termes d'isolation des murs, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être une isolation par l'extérieur ou par l'intérieur. D'un point de vue thermique, l'isolation par l'extérieur sera la meilleure. D'une part, elle va protéger les murs contre le rayonnement solaire et contre la température extérieure et d'autre part, ça permet aussi de conserver ce que l'on appelle l'inertie du mur. Finalement, c'est la capacité du mur à pouvoir stocker la chaleur ou la fraîcheur et donc si on isole, le mur par l'extérieur et bien, on conserve cette inertie et donc ça permet de pouvoir stocker la fraîcheur, la nuit. Heu, dans une maison qui ne serait pas, isolée avec des murs, justement, massifs, donc avec une inertie, importante, l'isolation par l'intérieur pourrait justement avoir un effet négatif sur le confort d'été parce qu'on perdrait, l'inertie du mur. Donc à ce moment-là, il faut, choisir d'une part un isolant qui soit dense et ensuite, soigner, les autres points de la maison. On peut également, végétaliser, la façade, ou bien appliquer encore une fois, hein, une peinture claire réfléchissante. Alors, au niveau, du renouvellement d'air, parce que pour le confort d'été, il va y avoir aussi le renouvellement d'air qui va participer justement à améliorer cette problématique-là. Donc il y a différentes solutions. Alors les solutions qui sont présentées ici, sont plus adaptées, à des projets neufs ou en tout cas à une rénovation globale parce que ça implique, beaucoup de contraintes techniques et de travaux. Donc à gauche, vous avez la VMC double flux, dont le principe en fait en hiver est, de réchauffer l'air qui va rentrer dans le logement, par le biais de l'air qui en sort. En fait, l'air qui va sortir du logement, forcément sera réchauffé. Et donc il va, participer, à, chauffer l'air qui va rentrer dans le logement et en été, on retrouve aussi, ce principe, là, en fait, l'air neuf va être rafraîchi par le biais de l'échangeur. C'est, le même principe mais, en hiver, ça va être, l'air, entrant va être réchauffé. En été, l'air neuf va être rafraîchi. Ce qui existe également, c'est ce que l'on appelle un puits climatique ou puits canadien ou puits provençal. Voilà, ça porte différents noms, mais le principe, est le même. En fait, là, on va avoir un conduit qui, va être, enterré, alors à une, profondeur, d'environ, 3 m et à cette, profondeur-là, en fait, la température varie peu. Ce qui permet, en fait, à l'air de, passer dans ce conduit
de bénéficier de cette température qui est plutôt constante, hein, qui est en général de l'ordre de 13 degrés, et ça va donc participer à rafraîchir, l'air neuf, et on peut coupler ce système-là à une VMC, double flux. Alors, concernant le renouvellement d'air, donc là, on était sur les systèmes de ventilation mécanique, mais il est important également, de, renouveler l'air, de manière manuelle, on va dire. Et donc, la nuit, lorsque la température extérieure, sera en dessous de la température intérieure, il faudra penser à renouveler l'air, à hauteur de 4 à 8 volumes par heure. Juste à titre d'information, une ventilation mécanique, elle, va renouveler, à 0,6 volumes par heure. Donc l'objectif, en fait, c'est tout simplement d'évacuer toute la chaleur qui, aura été, stockée, on va dire, dans la journée, et d'emmagasiner justement cette fraîcheur, nocturne dans le logement, dans les, parois qui sont donc à forte inertie, qui ont une bonne capacité à stocker, soit la fraîcheur, soit la chaleur. Ce qu'il faudra également, c'est ouvrir au maximum, les fenêtres, de préférence sur des façades opposées. Ça permettra vraiment pour le coup un bon renouvellement d'air. Alors bien sûr, en été, il y a des contraintes, à gérer, notamment le bruit, les moustiques ou, des problèmes de sécurité, et à ce moment-là, il faudra, pallier, à ces contraintes-là, pour, renouveler l'air, on va dire, en toute, sécurité. Voilà, donc le renouvellement d'air, il est vraiment indispensable, et c'est ça qui va participer à assurer un bon, confort d'été. Alors, on va, parler, climatisation. Alors c'est vrai que dans un bâtiment qui est bien isolé et qui donc, où les apports internes sont correctement, apports internes et externes d'ailleurs sont correctement gérés, normalement la climatisation n'est pas nécessaire. Si maintenant, pour une raison ou pour une autre, elle doit être mise en œuvre, à ce moment-là, il y a certaines règles à respecter, à savoir, ne pas climatiser en dessous de 26 degrés. Ça de toute façon, c'est, dans la réglementation. Et ensuite, ne pas climatiser plus de 7 degrés en dessous de la température extérieure. Là, c'est pour une question bien sûr de surconsommation, mais aussi, de santé. Donc l'efficacité de ces appareils-là, elle est déterminée par un coefficient qui s'appelle le SEER, et pour avoir une climatisation, performante, il faudra compter sur un SEER, qui sera supérieur à 8,5. Alors, donc là, on a vu, tout ce qui était, éventuellement travaux ou agir, on va dire, sur le logement. Là, maintenant, on va regarder un petit peu quelques, éco-gestes qui peuvent, être, mis en place. Alors j'en ai déjà cité, quelques-uns tout à l'heure, mais voilà, il y en a encore d'autres. Donc de toute façon, une bonne habitude à prendre, bien sûr, c'est limiter les apports internes, hein, ça on en a parlé, tout à l'heure. Heu, En été, donc fermer les fenêtres et les volets en journée, hein, tout simplement pour limiter les apports, de chaleur, dans le logement. Ouvrir les fenêtres, le soir et le matin. Donc dès que la température extérieure est inférieure à la température intérieure, il faut, voilà, ouvrir les fenêtres. Pour vérifier les températures, vous pouvez installer des thermomètres. Alors, vous pouvez également utiliser un ventilateur. Il faut savoir qu'un ventilateur, ça ne va pas, rafraîchir la pièce, en fait. Ça va brasser l'air, et c'est ce mouvement d'air qui finalement va participer à une ambiance plus fraîche. Par contre, un ventilateur, c'est un appareil électrique, donc forcément, ça va aussi, participer à, réchauffer, la pièce. Donc il faudra bien penser à l'éteindre si personne n'est dans la pièce. Un ventilateur n'a d'intérêt que si, heu, une personne est présente, dans la pièce. Pour améliorer son efficacité, vous pouvez, heu, utiliser un ventilateur, sur la p enfin, utiliser le ventilateur en ayant la peau mouillée. Ça favorisera effectivement, le rafraîchissement par le principe de l'évaporation. Il y a aussi des systèmes de ventilateurs de plafond qui peuvent être, intéressants. Après, c'est vrai qu'on retrouve en général plutôt ce genre de système,
aux États-Unis, mais voilà, ça peut être aussi une bonne solution pour, participer, à rafraîchir la pièce. Alors, on peut, également, en fait, passer une serpillière humide sur le carrelage, toujours sur le principe de l'évaporation, ça va participer, à rafraîchir, la pièce. On peut également porter des vêtements qui vont être légers et plutôt amples, c'est ce qu'on voit finalement sur la photo, en dessous, pour favoriser, la circulation, d'air. Et puis, voilà, manger frais et s'hydrater. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de boire glacé, ça n'est pas ça qui va, participer, à à améliorer le confort. En tout cas, ça sera plutôt immédiat, mais finalement, sur le long terme, ça va plutôt participer à réchauffer le corps. Donc là, vous avez en fait le lien, de la, brochure, de l'ADEME, donc sur le confort d'été. Donc voilà, vous pourrez éventuellement, aller piocher également quelques informations, dans cette, documentation. Alors je ne sais pas si il y a des questions? Oui, alors j'étais en train d'y répondre, par écrit, mais c'est peut-être l'occasion de faire le point, oralement. Hem, on a une question concernant, l'isolation des murs par l'intérieur et l'isolant le plus recommandé pour justement, conserver au maximum la fraîcheur l'été et la chaleur l'hiver. Donc je pense que ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure sur l'inertie. C'est ça, oui, tout à fait. C'est vrai qu'il faut plutôt, donc là, ce serait pour une isolation intérieure, hein, c'est ça. Donc c'est vrai que ça peut être, problématique dans le sens où on va, perdre éventuellement l'inertie des murs et donc à ce moment-là, il faut favoriser des isolants plutôt, denses. Donc ça, après, normalement, la densité, c'est indiqué sur, la les fiches techniques, des isolants. Donc il faudra plutôt, voilà, regarder, à ce niveau-là pour, favoriser des isolants plutôt denses. Voilà et pour compléter peut-être, Heu, dire qu'on aurait tendance peut-être à conseiller plutôt les isolants, donc qu'on appelle biosourcés, donc issus du recyclage, hein, qui sont les isolants, en général, les plus denses qu'on trouve sur le marché, donc type, ouate de cellulose, fibre de bois, laine de bois et cetera. On a ensuite une autre, question, que privilégier, des volets battants alu isolants ou des volets à persiennes? Sachant que ce dernier permet de ventiler la nuit en préservant la sécurité. Hem, c'est une bonne question. Après Heu, effectivement le volet, alors le volet battant, alu isolant, c'est peu fréquent et les volets isolants, ça va plutôt être les volets roulants. Heu, Effectivement, le volet à persienne pourra permettre une surventilation en été. Par contre, il sera moins isolant, il aura moins de propriétés et de performances d'isolation qu'un volet, roulant isolant. Touc, alors je continue les questions. Hem, Est-ce que les rideaux épais aideront? bah, les rideaux, épais pourront participer effectivement à, limiter, les apports, de chaleur, en été. Après, comme je le précisais tout à l'heure, c'est vrai que la meilleure solution qui soit, c'est plutôt une solution, en extérieur, pour, justement éviter que la chaleur ne rentre dans les logements. Une fois qu'elle est dans le logement, malheureusement, c'est plus compliqué, mais bon voilà, les rideaux pourront participer à malgré tout un petit peu à améliorer le confort en été. Hem, OK, alors peut-on attends. mettre une serviette humide devant le ventilateur? Oui, tout à fait, c'est un peu comme je l'expliquais, c'est par le phénomène, de l'évaporation. En fait, c'est tout comme, c'est plus intéressant d'utiliser le ventilateur en ayant la peau mouillée et bien de mettre une serviette humide devant le ventilateur, ça pourra effectivement permettre de rafraîchir l'ambiance de la pièce. Donc tout à fait, c'est une bonne solution.
Alors, j'étais en train de répondre à la suivante par écrit. On a une question sur le déphasage moyen d'une laine de roche ou ouate de cellulose. Alors, une laine de roche, laine de verre, on va être sur des durées de déphasage moyennes de l'ordre de 6-8 heures. Tandis que quand on va passer sur des isolants, donc là, voilà, les isolants plutôt biosourcés, type ouate de cellulose, fibre de bois, on va avoir des durées de déphasage plutôt de l'ordre de 10 à 12 heures. Donc, on a quand même un certain écart. Alors on continue. Est-ce qu'il y a des incitations fiscales ou des aides pour la pose de volets sur Velux? Hem, est-ce que Je peux y répondre si tu veux. vas-y. Alors, pour faire simple, en théorie, il existe une aide financière pour les volets. Maintenant, dans la pratique, cette aide-là, il va être très compliqué, voire impossible de l'obtenir. Alors, je vous donne quand même le nom de cette aide-là, ce sont les certificats d'économie d'énergie. Mais, voilà, même si en théorie, effectivement, les volets peuvent prétendre à cette aide-là, dans la réalité, il vous sera quasiment impossible d'obtenir une aide pour les volets. OK. Alors, on va passer à la suite. Toujours sur les volets. Alors les volets, c'est un gros sujet a priori. Concernant les volets roulants, quel est le mieux au niveau isolation, alu ou PVC? Alors l'alu étant un matériau, plus conducteur que, le PVC, en général, on privilégie plutôt, des volets, en PVC. Est-ce qu'une toiture en ardoise va chauffer plus qu'en tuile? Heu, alors je n'aurais pas la réponse, à cette question. Je Je sais pense que pas si je pense que c'est vrai que le matériau va peut-être plus accumuler la chaleur puisque, l'ardoise est un matériau qui est plus sombre en général qu'une tuile, en terre cuite. Heu, donc elle aura plus tendance à stocker la chaleur. Après ce qui va être important de regarder, ça va être l'isolation qu'on trouve en dessous d'une toiture en ardoise ou en tuile. C'est l'isolation en elle-même qui va avoir un impact vraiment sur la chaleur qui sera restituée dans votre logement. Si ça répond à la question. Hem, Ouais, il y a pas mal de questions, hein, qui arrivent, donc on essaie de répondre, on au fait au fur et à mieux. mesure, voilà. Alors, Alors si je reprends les dernières peut-être, qui rebondissent sur les réponses qu'on vient d'apporter, pourquoi ne peut-on pas obtenir l'aide en cas de volet puisque l'aide existe? bah, je je voulais Vas-y, pas continue. nécessairement rentrer dans le détail de cette aide-là parce que c'était pas, voilà, forcément l'objet du webinaire. Hem, pour faire, simple, en fait, donc cette aide des certificats d'économie d'énergie, donc sont concernés, en fait, tous les fournisseurs d'énergie. Ils ont, en fait, une obligation de réaliser des économies d'énergie. Et s'ils ne rentrent pas dans le cadre de cette obligation, s'ils n'atteignent pas l'objectif qui leur est fixé, eh bien, ils vont avoir des sanctions financières. Donc dans leur intérêt, il vaut mieux, atteindre l'objectif qui leur est fixé en termes d'économie d'énergie. Et l'une des solutions pour ça, en fait, c'est de racheter les économies d'énergie que font les particuliers. Donc voilà, en changeant des volets, on va estimer que vous allez faire, tant de, kilowattheures d'économie d'énergie et sur la base de ce calcul, ensuite, les fournisseurs d'énergie, vont vous proposer finalement de racheter vos kilowattheures. Maintenant, ce qui se passe, c'est que pour les volets, les économies d'énergie clairement sont, faibles. Voilà, c'est pas forcément le premier poste qui, permet de faire des économies d'énergie, donc le calcul de kilowattheures est plutôt faible et finalement, ça n'intéresse pas les fournisseurs de, racheter les kilowattheures, économisés pour l'installation de volets. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en fait, c'est pour ça que ça existe en théorie, mais dans la pratique, vous ne trouverez a priori pas de fournisseurs d'énergie qui, voudront, vous proposer une aide pour les volets.
Alors je réponds aux questions, par écrit dans le même, temps. Alors on a ensuite une question, concernant le cas d'un toit plat. Quelle est l'épaisseur de végétalisation, terre ou autre, nécessaire? Alors je peux peut-être répondre à cette question. Dans le cas des toitures végétalisées, il existe, plusieurs types de végétalisation, en fait. On va être, avec, différentes épaisseurs de terre, avec différentes possibilités de plantation au-dessus, mais une végétalisation uniquement de surface aura pas forcément des performances d'isolation, évidemment, hein, qu'une épaisseur plus importante, qui limite les apports en été, et les déperditions en hiver. Mais, oui, ça c'est en fait, il y a plusieurs solutions qui existent en toiture qui impliquent des épaisseurs, plus ou moins importantes. Donc là, c'est un peu compliqué de répondre parce que ça dépend également des possibilités de la toiture, finalement. Heu, Quelle durée de vie pour une isolation par le toit en fibre de bois? Si tu veux répondre? Moi, je dirais que ça dépend si en général, on va être, facilement sur une vingtaine d'années, voire un peu plus. La fibre de bois, alors il y a plusieurs, conditionnements possibles, hein, mais, c'est possible de choisir une fibre de bois relativement dense, des panneaux relativement denses qui vont participer justement à la pérennité de l'isolation. Mais on est sur, ouais, au minimum une vingtaine d'années et ça peut aller, bien au-delà. Est-ce que alors bonjour, est-ce que vous proposez des diagnostics pour savoir si notre logement a besoin de mettre en place de l'isolation par l'extérieur? Alors en fait, ce que l'on propose, au travers donc des espaces, conseil faire, c'est, voilà, de vous conseiller dans votre projet de rénovation. Donc en fait, on va faire le point ensemble sur votre logement avec, différents documents que vous pourrez nous apporter. Ça peut être des plans, ça peut être des photos, ça peut être vos factures d'énergie, par exemple. Ça peut être éventuellement des devis aussi pour des travaux. Avec ces, éléments-là, on va, pouvoir vous dire quelles seraient, les choses, les travaux à mettre en place pour améliorer la performance, de votre, logement. Donc par contre, ce conseil-là, ne se fera pas à votre domicile, en fait. Ce conseil se fera, dans nos locaux avec les éléments que vous allez, nous apporter. Mais voilà, on peut déjà, faire, on va dire, un premier bilan de votre logement pour voir quels seraient les, travaux envisagés, en priorité. OK. Et ensuite une question concernant la pompe à chaleur réversible. Alors, c'est un peu compliqué de répondre, hein. Conseillez-vous la pompe à chaleur réversible? Ça dépend du contexte, ça dépend de votre projet, ça dépend de votre, logement. Là, il y a vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte. Éventuellement, contactez-nous, directement, comme ça on pourra faire le point vraiment sur votre logement et de savoir si cette solution peut être, adaptée. Quid des isolants minces? Alors, effectivement, il existe sur le marché ce que l'on appelle des produits, minces réfléchissants. Donc ce sont des produits qui, comme leur nom l'indique, sont plutôt, minces et en général, les entreprises vantent leurs performances et voilà, vantent le fait que, elles vont être équivalentes à une vingtaine de centimètres, d'isolant. Dans les faits, il faut quand même avoir en tête que ce type de produit donc déjà, voilà, c'est vraiment un produit mince réfléchissant, ce n'est pas, à proprement parler considéré comme un nécessairement comme un isolant. Ce type de produit, pour avoir justement éventuellement une bonne performance, nécessite une pose, soignée et notamment, des lames d'air en fait, de chaque côté et finalement l'avantage que l'on vous indique, à savoir la faible épaisseur, si on considère les lames d'air qui se trouvent de chaque côté du produit, on n'est plus sur une épaisseur aussi faible.
Et après, c'est vrai qu'on n'atteint pas nécessairement, la performance, d'un isolant classique, on va dire. Malgré tout, ça va être, compliqué d'atteindre la performance d'un isolant qui ferait, 20-25 centimètres. Donc nous, en fait, on a plutôt tendance à conseiller cette solution-là, plutôt en complément d'isolation, mais pas en isolation seule. Plutôt en complément d'un isolant, on va dire plus classique. OK. Alors on revient peut-être à l'aide C2E qui intéresse beaucoup. Une question, concernant la durée des C2E. Jusqu'à quand y aura-t-il les C2E? Car j'ai entendu une fin pour juillet. Tu veux répondre ou je Oui, bah, je vais répondre. Alors, c'est pas nécessairement une fin des C2E en juillet. Il y a, certains types de travaux, on va dire, qui sont bonifiés, qui sont, éligibles actuellement, qui, a priori ne le seraient plus en juillet, mais ça ne signifie pas la fin des certificats d'économie d'énergie. Cette aide, elle existera malgré tout après juillet. OK, merci. Ça, c'est répondu. Quel est le prix des volets externes pour Velux? Bah, là, pareil, c'est un peu compliqué de vous répondre, hein. C'est variable, en fonction du volet, justement, hein. Et on a des volets, plus performants que d'autres. Après, c'est toujours délicat aussi pour nous de donner des coûts moyens puisque, bah, ça varie énormément. Donc, c'est très facile de vous donner de mauvaises, informations puisqu'on n'a pas toutes les précisions concernant votre logement. Le plus simple, c'est de solliciter un artisan pour qu'il vous propose un devis et avoir vraiment, des prix précis en fonction de votre, situation. Alors les régulations climatiques sont-elles pertinentes pour réguler le rafraîchissement? Je ne suis pas sûre de comprendre, ce que vous voulez dire par régulation climatique. Oui, je suis pas sûre non plus. Si vous pouvez préciser peut-être? Alors bonsoir, je n'ai malheureusement pas pu me connecter à l'heure. Pourra-t-on consulter le webinaire en replay? Oui, il sera disponible, une fois qu'il sera terminé, on le mettra, sur notre, chaîne YouTube. Peut-on isoler une toiture en sarking si elle est déjà isolée en ITI, mais en laine de verre, donc mauvais déphasage? Alors pour répondre, moi j'aurais tendance à dire que ce qui est recommandé, ça va être de déposer l'isolation existante qui a pu se dégrader au cours du temps, enfin voilà, subir le temps, se tasser dans les rampants, subir des complications au niveau des fuites éventuellement et cetera qui peuvent dégrader l'isolant. Dans tous les cas, c'est recommandé d'enlever l'isolation existante avant d'en reposer une, nouvelle de façon à réassurer l'homogénéité de l'isolation puisque c'est aussi l'homogénéité de l'isolant et de l'isolation qui vont en faire sa performance, finalement. Existe-t-il des vérandas qui permettent d'avoir une bonne isolation? Alors pour ce qui est des vérandas, finalement, on en revient au vitrage, en fait. Les critères que l'on va regarder pour, vérifier, on va dire, la performance, des vitrages, il va y en avoir 2. Donc il y a le facteur solaire dont on a parlé, dans la présentation, hein, qui va, finalement quantifier les apports solaires du vitrage. Et puis, le second critère, donc c'est le UW, où là, c'est donc le coefficient de transmission thermique et donc ça va effectivement participer aussi à la performance du vitrage et plus ce coefficient, sera faible et finalement, meilleure sera la performance du vitrage. Donc après voilà, c'est plutôt sur ces 2 aspects-là qu'on va pouvoir juger de la performance, d'un vitrage et donc de la véranda. Après ce qu'il faut voir aussi, c'est au niveau de la véranda, est-ce que, hem, au niveau du toit de la véranda, est-ce que c'est une surface vitrée? Si c'est le cas, il va falloir
vraiment penser à une protection, solaire, toujours dans le but de limiter, les apports, de chaleur. Enfin voilà, donc après ça, éventuellement on peut, en rediscuter lors d'un rendez-vous si vous le souhaitez. Mmh. Alors on a une question sur, un conseil concernant les matériaux pour, l'isolation des tuyaux de chauffage. Heu, alors concernant les isolations de tuyaux de chauffage, il y a pas forcément énormément de matériaux qui sont disponibles, hein. On va être, bien souvent en manchon en caoutchouc, en polyéthylène éventuellement. Après la contrainte qui va se poser, ça va être, la facilité d'accès aux vides sanitaires éventuellement et les contraintes, techniques de pose de ce matériau finalement. Heu, alors on a eu une précision concernant la régulation climatique qui est donc c'est un thermostat d'ambiance, oui avec captation, extérieure. Du coup, quelle était la question de base? Je vais la reprendre, si je la retrouve. Sont-elles pertinentes pour réguler le rafraîchissement? Elles vont plutôt être, pertinentes pour, réguler le chauffage en hiver, hein, puisque c'est le chauffage va s'adapter à la température extérieure. Par contre, ça va dépendre là, en l'occurrence du système de rafraîchissement. Si vous avez un système de rafraîchissement, en tant que tel. Sinon, non, il y aura pas d'impact, sur la régulation climatique. Mais oui, sinon ça peut avoir un impact, si vous avez un système de rafraîchissement, existant. Bon, on a pas mal de questions, toujours. Alors, l'étanchéité à l'air, vapeur d'eau, a-t-elle une influence en confort d'été? Alors, Hem, il y a 2 choses, hein, alors j'imagine qu'on parle de toiture essentiellement. Alors en toiture, vous avez bien d'une part les membranes d'étanchéité heu, à l'eau et d'autre part les pare-vapeurs, membranes d'étanchéité à l'air. Heu, il me semble pas que ça a une influence, vraiment sur le confort d'été. non, je ne pense pas non plus. Mmh. Pourriez-vous lister les évolutions justement des postes qui ne seront plus bonifiés? C'est Alors, c'est si je peux me permettre, c'est très compliqué. En fait, ça évolue énormément en ce moment. Ce qu'on vous conseillerait plus particulièrement, c'est de nous solliciter là vraiment directement, qu'on puisse vous renseigner sur les postes de travaux, qui vous concernent parce qu'il y a pas mal d'évolutions régulièrement. Donc, voilà, avant travaux, revenez vers nous, demandez-nous vraiment, des précisions, à l'instant T parce que ça change beaucoup, encore une fois. Quelle est l'efficacité du volet si la surface du toit est grande? Je suis Alors pas ça va très être sûre compliqué de de ouais, je suis pas de sûre de répondre comprendre la précisément, question. à cette question-là. C'est voilà, on pourra pas nécessairement vous donner de chiffres, sur cet aspect-là. Éventuellement, si vous voulez qu'on fasse le point sur votre logement, revenez vers nous et contactez-nous et on pourra voir ensemble effectivement, on pourra essayer de répondre ensemble à cette question-là, mais là, ça va être très compliqué de vous donner un chiffre en l'occurrence. Alors ensuite, quelle isolation par l'intérieur est conseillée pour une maison avec murs épais en pierre? Peut-être là, ça complète un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'inertie. Oui, tout à fait, donc il faut plutôt privilégier des isolants qui vont être, plutôt denses et on en revient, une fois de plus aux isolants biosourcés, qui ont de meilleures, capacités en la matière, une meilleure densité, donc qui seront plus intéressants pour, une isolation intérieure, avec des murs, épais en pierre. D'autant plus que, les murs épais en pierre, pour compléter, vont avoir un certain comportement par rapport à la transmission de la vapeur d'eau, au transfert d'humidité
entre l'intérieur et l'extérieur et c'est plus que recommandé, voire indispensable de justement s'assurer que ces transferts d'humidité soient, pérennisés, pour éviter, la création de nouvelles pathologies ou une dégradation trop rapide de l'isolant. Donc encore une fois, pour cette raison-là, on va plutôt se diriger vers les isolants, biosourcés. Alors je vous propose peut-être là, ça fait 1 heure qu'on a débuté, peut-être répondre encore à 1 ou 2 questions et puis dans tous les cas, on vous fera, donc un retour par mail après le webinaire en vous transmettant le support et puis en vous transmettant également les différentes réponses, aux questions que vous avez eues. Donc on en profitera pour répondre, à celles qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Alors oui, on va peut-être en prendre encore 1 ou 2. Les mairies et les architectes en bâtiment interdisent les poses de volets roulants. Y a-t-il un texte pour les contraindre à accepter les demandes préalables de travaux? Non, c'est eux qui prennent la décision, au final, de l'accord ou pas des travaux qui modifient l'aspect, extérieur, des constructions. La VMC amène de la chaleur dehors. Faut-il arrêter cette VMC en été? Amène de la chaleur de dehors. Faut-il arrêter cette VMC en été? Hem, alors effectivement, ça peut amener de la chaleur. Par contre, enfin et c'est comme, à l'inverse, ça peut amener du froid en hiver. Malheureusement, la VMC, enfin malheureusement ou heureusement, la VMC, c'est un élément indispensable dans votre logement pour, garantir, une qualité sanitaire du logement en évacuant l'humidité, pour assurer aussi un confort hygrométrique. Enfin, tout ça, ça participe à la qualité intérieure du logement et non, une VMC, il ne faut pas l'arrêter. Il faut que l'air puisse circuler et être renouvelé dans votre logement, même si ça apporte du chaud en été et du froid en hiver. Ça reste, ça reste, relatif et limité, d'autant plus dans le cas où la VMC est performante, hein. Il existe des VMC plus performantes que d'autres, notamment en termes d'entrée d'air, qui peuvent être, moins enfin qui peuvent limiter quand même les apports d'air extérieur. Quelle est la couleur de dallage recommandée pour la terrasse suivant son orientation? Bah, c'est un petit peu ce qu'on a pu dire lors de la présentation, c'est que les couleurs, sombres, ont tendance, à plutôt, stocker, la chaleur et donc ne seront pas, très intéressantes du point de vue du confort d'été. Maintenant, si on est devant une surface vitrée, une fois de plus, il faut, éviter malgré tout d'avoir une couleur claire qui là, va réfléchir la chaleur vers le vitrage en fait. Voilà. Bon, je vois qu'on arrive quand même, à la fin des questions, même si ça continue d'arriver. J'ai entendu dire qu'il sera obligatoire pour les artisans RGE dans le cadre de MaPrimeRénov' de mettre en place également le placo avec l'isolant dans le cadre de la rénovation comme pour les combles aménageables. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet? Là, je pense qu'on sort un peu du sujet de base, qui était quand même le confort estival. Ce que je vous propose, c'est de nous recontacter par mail, avec votre question puisque pour qu'on puisse vous y répondre, puisque là, on est un peu sur un autre sujet, quand même. Bon, les questions continuent d'arriver. Heu, je ne sais pas si tu veux en reprendre encore une ou 2, Émilie, ou si on continue de répondre par mail pour pas déborder trop non plus. À ce moment-là, oui, on y répondra, je pense, par mail, ça. Par la suite, bon, de toute façon, il y en a plus énormément. Tac.
OK. Écoutez, ouais, on vous retransmettra dans tous les cas toutes les réponses aux questions que vous avez posées par mail pour que vous puissiez en garder une, trace. Si vous avez des questions précises vraiment sur les améliorations à apporter à votre logement, hem, n'hésitez pas à nous contacter directement. Heu et puis voilà, donc dans tous les cas, vous aurez la présentation en PDF, le rapport des questions-réponses et puis ce webinaire a été enregistré et sera rediffusé, sur YouTube dans les prochains jours si vous voulez retrouver, des informations. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Émilie, avant qu'on... Non et bien écoutez, merci, voilà, merci d'avoir assisté à ce webinaire et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est disponible, pour y répondre. Merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.